Alors, question linguistique. Le verbe go, est-ce que c'est acceptable en français? L'acceptez-vous? Acceptez-vous go? Ben, Oui. pas pour la STM. Ah, ça, Gascon, il... Non, eh bien, c'est-à-dire, pas pour l'Office québécois de la langue française. Oui. C'est eux qui ont dit que c'était pas français. Mais moi, je suis en désaccord avec ça. Voilà. Moi, je pense que go, c'est universel. C'est universel. Abs est le surnom anglophone. C'est un nom propre, alors c'est invariable. Ouais, mais on s'entend que c'est ça que scandent les partisans du Canadien depuis des décennies lorsqu'ils encouragent leur équipe. Là. Voilà, pour ceux qui se demandent, là, c'est que l'an passé, il y a eu une plainte à l'Office québécois de la langue française parce que la STM, et ça depuis toujours, hein, puis ça fait, c'est tellement, comment dire, c'est les épices. C'est Martin, c'est Marc Bergevin qui parlait de ça, les épices là, à Montréal. Ça, c'était une épice, ça, sur les autobus. C'était marqué Go Habs Go, hein, comme c'est folklorique. Et donc, depuis toujours, ou presque, et là, surtout en série, mais en début d'année aussi, et ponctuellement. Donc, l'an dernier, il y a eu une plainte parce que, bon, Go, c'est en anglais, puis Habs, ça sonne en anglais aussi. Et l'Office a tranché, effectivement. La STM n'a plus le droit d'utiliser cette expression-là, qu'ils ont remplacée par « aller, Canadien, aller ». Ce qui est... non, mais je dis, d'accord, c'est pas si mal. D'accord, mais c'est pas ça que scandent les partisans. Exactement, Non, et c'est pas ça que c'est. Et je reviens à ça. Oui, non, mais vas-y, Alex. Ben, ça fait juste pas partie, c'est ça, de la tradition de hockey montréalaise, aller Canadien. Personne dit ça. Personne. J'ai jamais entendu personne dire ça. Donc, je reviens là-dessus. Moi, je pense que go, on peut s'entendre pour go, c'est. Je comprends là, que c'est un mot en anglais, là, que ça vient de là, mais. C'est bon, j'avais fait deux secondes de recherche. J'aurais pu trouver un mot en italien là, qu'on utilise. Bravo. Tu sais, bravo, c'est un mot italien. Puis, c'est correct. T'as pas l'air sûr. Je pense que c'est un... Comment on dit bravo en italien, Alex? Comment c'est dit? Bravo. C'est parce qu'à la base, là, c'est ça, c'est des mots en latin, puis des mots en grec, puis des ça. mots en italien. Tu sais, je veux dire, on pourrait jouer à ça longtemps. Là. Puis ça serait plate. C'est rendu... Oui, ça serait plate. Ça serait pas un bon jeu. Ça serait pas un bon jeu. Non. Mais je pense que bravo est dans le dictionnaire maintenant. C'est intégré. Là, c'est ça. Alors, moi, je milite pour que go, s'il n'est pas déjà dans le dictionnaire, qu'on l'ajoute. Je pense qu'il y est déjà. Je ne serais pas surpris qu'il y soit déjà. Si seulement on avait des ressources. J'ai ici le Larousse en ligne. Go, nom masculin invariable. Et ça dit que c'est un mot japonais. Ah, c'est pas ça. Visiblement. C'est peut-être pas le même mot. Visiblement, c'est d'autres choses. Alors, bref, militons. Moi, je pense que si on sort dans la rue puis qu'on milite, puis ça va être facile de trouver des slogans, là, on peut peut-être changer le monde. Peut-être. OK, aujourd'hui, si près et si loin. Un lourdeau dans l'équation. Et si tu peux réussir là, tu peux réussir partout. C'est tellement hockey. Épisode 400. Votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon, en provenance de Washington. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour. Est-ce que tu as bien dit 400? J'ai ça que j'ai dit. Épisode 400, quand même. Sont où les ballons? Juste comme ça, là. On fait le 400e. Exactement. Il se passe rien. Exactement. C'est là qu'on est. Okay. C'est là qu'on est. On s'est déjà interrogé. C'est quand le prochain party? 500? 1000? 1000? Mais ça va être un de ces deux-là. Là. On ne commencera pas à fêter là, à chaque dizaine. Là. Voilà. Okay. Là, je m'excuse. Vouliez-vous un party? On peut tout effacer. C'est quand même une étape, 400. Alors, c'est un 400e épisode sans paillettes. Je m'appelle Alexandre Coupal. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. Hein?
suis pas capable de juste faire... Je ne suis pas qu'une grosse voix. Je suis pas capable, c'est excellent, ça. Je suis capable de faire Le autre petit chose. côté Michel Normandin. Voilà, c'est voulu. C'est voulu. Avec Un petit peu de nez. J'ai mis un peu de nez. Pincé, ouais, c'est ça, la voix nasillard. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne l'avais pas entendu. C'est Jacques-Alexis, son leg. Jacques-Alexis qui n'est pas là cette semaine, mais il est là, en talent. Il est là en talent. Merci, Jacques-Alexis. Nous y sommes. Match numéro 2, c'était à l'affiche, à l'horaire, hier, en provenance de Washington. Le Canadien qui tire de l'arrière 0-2, mais moi, je trouve ça parfait. Ils sont Ah non, c'est ça, non, je voulais citer Martin Saint-Louis. Ils ont perdu, mais ils n'ont pas été battus. Et je vous laisse avec ça, je m'en vais. Salut! La statistique la plus... Oui, mais regarde, tu as tout à fait raison. Ciao, bye! La statistique la plus extraordinaire de cette série-là, c'est la suivante. OK? C'est la 11e fois que les Capitals prennent l'avance 2-0 dans une série dans leur histoire. Dans les 10 premières, ils en ont remporté 4. Le Canadien il a les Capitals exactement là où il les voulait. Puis on s'entend que c'est une anomalie, là, parce que quand tu mènes 2-0 dans une série, là, je ne sais pas exactement c'est quoi les pourcentages, ça doit être au-dessus de 90 là, des fois où la série est remportée. Donc, c'est simplement une drôle de statistique. Je ne sais pas si c'est intéressant. Peut-être pas. C'est juste, c'est cocasse. C'est étrange, disons. Mais contrairement à toi, je ne pense pas que le Canadien les a là où il le souhaite. Mais c'est ça. Il y a la longue période des Capitals, je pense. C'est une organisation qui a eu beaucoup d'échecs en séries éliminatoires alors qu'il y avait des très bonnes équipes dans les milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Puis la fameuse période à partir de l'arrivée d'Ovechkin, milieu des années 2000 jusqu'à leur Coupe Stanley, là, ils ont eu énormément d'échecs. C'était un peu une situation semblable à celle des Maple Leafs de Toronto, pas nécessairement pour des éliminations au premier tour, mais des équipes qui ne réalisaient pas leur potentiel. Alors, on verra ce que ça donnera, mais il y a quand même si les pointages sont serrés, il y a quand même des indicateurs qui sont très forts en faveur des Capitals dans cette série-là. Mais qu'est-ce que vous pensez de mon utilisation de la formule de Saint-Louis, à savoir qu'ils n'ont pas été battus? Ils n'ont pas été battus. Oui, ils ont été battus. Ils ont été battus. Alex? Non, mais je sais qu'ils ont perdu, là. Non, ils ont été battus. Ils ont été battus au score. Oui. Moi, il m'apparaît que plus on avance dans cette... là, il y a juste 2 matchs de jouer, là, mais un peu à la manière du match numéro 1 où c'était pas la même chose de la première à la 3e période. J'ai trouvé que ce match-là, d'abord, avait été vraiment mieux entamé par le Canadien. Puis... ils ont été... Il y a eu le poteau de Jake Evans. Il y a eu quand même... ils ont eu plusieurs chances de marquer. D'ailleurs, dans ton... Martin, dans le détail des chances de marquer, on n'est pas si loin l'un de l'autre après 2 matchs. C'est quoi? C'est 20-19? Je l'ai dans tes notes. C'est 34-29. 34-29. Au total, dans les 2 premiers matchs. Sauf que c'est la répartition, la façon dont ces chances de marquer-là sont réparties qui pose problème. En 3e période, le Canadien... Comme on l'a vu à de multiples reprises en saison régulière, le Canadien essaie de se rattraper en 3e puis déploie un niveau d'intensité beaucoup plus élevé en 3e période. Donc, ça a été 12-6, donc du 2-1 pour le Canadien en 3e période. Mais dans les périodes 1 et 2, c'est 26-15. 26-15 en faveur des Capitals. Fait que, jouer du hockey de rattrapage dans un contexte de séries éliminatoires, c'est pas idéal. On s'attendait à ce que entre Logan Thompson et Samuel Montembeault, ce soit à peu près jeu égal, qu'il n'y ait pas un déséquilibre devant le filet. Mais Thompson est vraiment très bon. Il est en train de nous montrer à quel point c'était une injustice qu'il ne soit même pas considéré pour faire partie des gardiens d'équipe Canada à la Coupe des 4 Nations. Il était à quoi? 951 de moyenne d'efficacité. Monepuck lui donne 3,5 buts de sauvés déjà depuis le début de la série en 2 matchs, alors que Montembeault en aurait 2. Fait que je considère que c'est à peu près égal là, mais tu parlais des chances de marquer, Alex. Les 2 premiers trios, ça s'équivaut, j'ai 8 à 6 en faveur du premier trio des Capitals par rapport au premier trio du Canadien. Mais les trios 2, 3 et 4, c'est 29 à 15 en faveur des Capitals. Et il y a vraiment beaucoup de...
il y a vraiment beaucoup de pression. Un gros décalage. Oui, il y a un gros décalage là. Puis 5 contre 5, c'est un indicateur majeur de succès en séries éliminatoires. Et il y a 3 trios du Canadien qui se font supplanter par ceux des Capitals. Alex? Ouais, écoute, toutes les chances de marquer. Toutes les chances de marquer ne sont pas égales devant Dieu, là, je dirais. Les Capitals tirent sur Samuel Montembeault de beaucoup plus près que Montréal la plupart du temps. Ouais. Moi, je considère qu'il fait face à une qualité de chance de marquer en général supérieure à Logan Thompson. Ce qui est vrai. Thompson a été très bon. Thompson a été très bon dans le match d'hier, c'est vrai. Dans le premier match, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il jonglait avec ses retours. C'était pas toujours facile, son positionnement, etc. Il n'avait pas l'air particulièrement à l'aise. On peut attribuer ça à la rouille. Ça faisait presque 3 semaines qu'il n'avait pas joué. Le Canadien n'a pas su en profiter tant que ça parce que je ne le trouvais pas particulièrement confiant. Il irradiait pas la confiance devant son filet. Hier, match numéro 2, mercredi soir, il a été bien meilleur. Je trouve que Samuel Montembeault est encore meilleur que lui en ce moment. S'il y a une série, j'étais surpris. Je n'étais pas allé voir les buts anticipés que Montembeault a réussi à éviter à son équipe, à sauver. Donc, mais je suis surpris que Money Puck en donne plus à Logan Thompson. Sans Montembeault dans les 2 premiers matchs, il n'y a pas de match. Dans la première rencontre, ça peut facilement être 3 ou 4-0 après la première période. Puis, il n'y a personne qui va en prolongation. Puis, on ne dit pas ils étaient si près et si loin en même temps. On aurait dit non, ils étaient si loin du début à la fin. Puis, dans la deuxième rencontre aussi, là, hier, Samuel a été excellent. À part les 3-4 premières minutes du début de la rencontre qui ont été meilleures, l'entame a été bien meilleure pour le Canadien, l'entame de match comparé à la première rencontre. Mais après ça, les Caps ont tout de suite repris le contrôle. Puis Montembeault a été excellent. Chychrun a frappé le poteau. Il y a eu un peu de chance aussi. Mais selon moi, si le Canadien paraît dans le coup actuellement, en ce moment, c'est grâce à Samuel Montembeault. Puis Natural Stat Trick compile les chances de marquer aussi. Eux donnent 31-17 pour ce qui est des chances de très grande qualité en faveur des Caps. Ça correspond pas mal à ce que, en tout cas, moi, j'avais cette impression-là. Le problème là-dedans, c'est surtout que le 2/3 des chances de marquer, comme Martin l'exposait un peu, viennent du trio de Nick Suzuki. Donc, quand lui n'est pas sur la glace, il n'y a point de salut, là. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Ce qui force Martin Saint-Louis à surutiliser ses meilleurs éléments. Hier, Suzuki a joué, attendez, là, je l'ai pas loin sous les yeux, il a joué 24 minutes, je pense, 23-58, 24 minutes. Cole Caulfield, plus de 20 minutes. Juraj Slafkovský, 22 minutes et quelques. Et pendant ce temps-là, Alex Ovechkin, on le ménage, il n'a pas été très visible hier, 14 minutes Ovechkin. C'est beaucoup plus réparti avec les Caps. Ils ont l'avance la plupart du temps dans la série, dans les matchs. Alors, ils peuvent se permettre de rouler 4 trios. 4 trios, il y a pas mal plus de profondeur à l'attaque, que Martin le soulignait aussi. Pierre-Luc Dubois est le plus utilisé là, hier avec Connor McMichael, donc le deuxième trio. On est dans les 17 minutes. Suzuki, je viens de vous le dire, est à 24. Ouais. C'est insoutenable. Ça vaut aussi pour le duo Struble-Savard. Savard, 9 minutes hier, Struble, 10. On hésite vraiment à les utiliser. Alors, on voit que Martin Saint-Louis est obligé de couper son banc constamment parce qu'il n'a pas les outils pour rivaliser avec les Capitals de Washington. Tu parlais de Pierre-Luc Dubois, Alex. Je me souviens, il y a 2 ans, il y a des gens à Montréal qui disaient Pierre-Luc Dubois ou Kirby Dach. Et les gens disaient, voyons, Kirby Dach, regardez, allez, Kirby Dach. C'est pas flamboyant ce qu'il fait Pierre-Luc Dubois dans cette série-là, mais il est très, très efficace. Oui. Et c'est un joueur de séries éliminatoires. Je me rappellerai toujours à quel point il avait été dominant dans la bulle à Toronto, là, quand les Blue Jackets avaient éliminé... Contre Toronto. Ouais. Oui, quand les Blue Jackets avaient éliminé les Maple Leafs. Alors, lui joue bien. Anthony Beauvillier joue très bien aussi. C'était une surprise dans cette série-là. Ouais. Il y a eu un rôle prépondérant dans la première victoire des Capitals. Et hier, c'est lui qui a préparé le but gagnant. C'est un gars qui est inséré au sein du premier trio qui a été acquis avant la date limite des transactions et qui contribue beaucoup plus que c'était prévu. Fait que c'est ça, il y a des joueurs, il y a des joueurs de soutien chez les Maple Leafs, pas chez les Capitals. Voyons, j'ai parlé de Toronto tantôt. Il y a des joueurs de soutien chez les Capitals qui contribuent vraiment beaucoup et qui donnent du fil à retordre aux Canadiens dans cette série-là.
OK, il y a un éléphant dans la pièce et les mauvaises langues diraient que c'est une bonne figure de style parce qu'il est gros et il bouge pas très vite. J'aime pas ça faire ça, mais c'est difficile de passer à côté de ces deux observations-là quand on parle de Patrick Laney. On a été méchants cette année, Alex. On trouvait ça bien drôle. Là. Le jeu meurt quand... c'était quoi? Non, il ralentit tellement le jeu que ça me fait encore rire. Que le jeu arrête d'exister. C'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup ça. Il se passe, à vrai dire, c'est ça. Quand on commence à faire le bilan là, de ce qui est positif et ce qui est négatif, c'est pas... c'est noir et blanc, là. Il n'y en a pas de positif. S'il n'est pas capable de marquer en avantage numérique, ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps maintenant, malheureusement, c'est à sens unique, ce bilan-là, puis c'est négatif. Là. Ouais, puis là, on en parlait mardi, mais déjà, moi, je suis convaincu qu'il traîne un petit quelque chose, là, parce que au bras, à la main, au poignet, je ne sais trop, parce que on l'a vu hier, il n'y a plus du tout la même dégaine. Il n'y a plus la même vélocité sur son tir. C'est frappant, particulièrement sur le lancer sur réception. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il a semblé complètement désintéressé. Il en fait à sa tête. Il y a 2 jours, Martin Saint-Louis a passé du temps avec lui. Vous avez peut-être lu des comptes rendus là-dessus. Ouais. Donc, pendant l'entraînement assez court du Canadien, Saint-Louis a passé un bon 4-5 minutes en tête-à-tête avec lui au point de mise en jeu où il s'installe pendant l'avantage numérique pour faire une petite clinique, là, visiblement. Puis c'était un échange, là. C'était pas un monologue. Ça discutait ferme. Donc, Saint-Louis présentait ses arguments visiblement. Laine contre-attaquait. Puis bon, on échangeait comme ça. Mais Saint-Louis avait l'air de dire non. Il secouait la tête. Non. Quand Laine parlait, il dit non, tu comprends pas. Là, il reprenait ses explications. Tellement qu'à un moment donné, Martin a mis son bâton à l'envers, c'est-à-dire, Martin lance la gauche, normalement, et il l'a placé à la droite, comme Patrick Laine. Et donc, se plaçait, se repositionnait, avançait, reculait, faisait mine de prendre un lancer sur réception. Il était vraiment en train, là, c'était de la clinique 101, là, assez de base de son point de vue, comment faire les choses en avantage numérique. Qu'est-ce qu'il en était exactement de la teneur, si on ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais on voit qu'il travaille vraiment fort avec lui. Puis là, le match suivant, Laine semble complètement désintéressé. On l'a vu tenter des passes immobiles. Je me rappelle en première période, le Canadien avait bien commencé, j'en parlais tout à l'heure, après quelques minutes. Et ce qui a semblé, à un certain point, relancer les Caps, c'est un revirement de Laine qui reçoit la rondelle juste de l'autre côté de la ligne bleue défensive. Et puis là, qui est immobile, qui bouge pas, qui a les pieds bien plantés dans la glace, qui tente une passe tout croche à Lane Hutson, qu'Hutson ne peut pas aller chercher. Et là, il y a revirement, contre-attaque, chance de marquer des Caps. Et à partir de ce moment-là, ça a bourdonné. Il y a eu d'autres moments comme ça dans le match aussi, tant et si bien que vous le savez, il n'y a pas eu droit à une seule présence en 3e période. Mais là, je pense que c'est de nature à gangréner un peu peut-être l'esprit d'équipe à un moment crucial où les défaites font mal. Puis oui, c'est une famille, ce vestiaire-là, les gars s'apprécient, Sam le disent tout le temps, mais ça se peut là, que quand vous voyez un de vos coéquipiers avec qui vous êtes supposé vous battre, agir de cette façon-là, ça teinte l'esprit d'équipe et je suis pas le seul à le dire. Je sais que dans la diffusion du reportage à TVA Sport hier, il y a des analystes qui n'ont pas été tendres du tout à son endroit. Je pense à Antoine Roussel qui disait, puis c'est un gars qui vient de jouer la game, là, qui sort de ce soir-là il n'y a pas longtemps, qui a dit, et je cite, « Ça pue au nez, c'est terrible ce qu'on voit, ça montre pas le bon exemple, c'est une jeune équipe et ça bouffe l'esprit d'équipe. » Puis honnêtement, j'aurais tendance à croire qu'il a raison en ce moment. Je trouve ça décevant, les gars, ce qui arrive avec Laine, parce que dans le premier match, il m'apparaissait comme un de ceux qui avait tenté d'en faire plus par rapport à ce qu'on voyait en saison régulière. Là. Il essayait de s'impliquer physiquement, il semblait engagé. Et ça a été une catastrophe dans le deuxième match. Il a redonné la rondelle à l'adversaire, je ne sais pas combien de fois. Et dans sa dernière présence sur la patinoire, le Canadien était en avantage numérique en fin de deuxième. Et il y a eu un drôle d'échange de rondelles avec Lane Hutson, où ils se sont échangés la rondelle 3 fois. Il retournait la rondelle. Hutson lui donnait la rondelle un peu trop
vers son pied d'appui, vers son pied droit, là, pour qu'il puisse tirer la rondelle sur réception. Alors, au lieu d'évaluer une autre option ou de se déplacer pour être bien placé quand il allait recevoir la passe, il retournait la rondelle à Laine. Puis ça donnait c'est la première fois que je voyais un échange d'insatisfaction comme ça entre les deux cette saison. Mais, et là, je me demandais, est-ce que c'est de ça dont Martin Saint-Louis, quand il parlait avec Laine, de regarder d'autres options quand tu reçois la rondelle, de ne pas juste vouloir tirer. Mais là, visiblement, Laine voulait juste tirer la rondelle et il la retournait à Hudson en disant « renvoie-la comme il faut ». Et il n'a pas retouché à la glace après ça dans ce match-là. Alors qu'un gars, tu as un gars comme Demidov dans l'équipe qui n'a pas un tir encore dans cette série-là, qui a joué en troisième période. Il a eu ses meilleurs moments, Demidov, en troisième. Tu vois que les intentions sont là. Il veut participer, il travaille fort, il s'applique. Puis tout le monde comprend que c'est un grand saut à faire entre la KHL et les séries éliminatoires de la Ligue nationale. Alors, c'est ça. C'est dommage de voir un vétéran comme ça, qui est le plus haut salarié de l'équipe, que tu es obligé de clouer au banc alors que tu as besoin désespérément d'un but pour revenir dans le match. Mais là, c'est quoi la suite? Est-ce que on fait comme si c'était rien passé? Non, mais je sais pas. Évidemment, moi, je suis une boule. Je suis une boule de passion, une boule d'émotion. Moi, ce serait terminé, mais ça, c'est pas une bonne... Il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus comme ça, non? Mais même si on analyse ça froidement, puis qu'on ne veut pas le punir sur un coup de tête, là, à quoi il sert? Moi, je veux pas le punir. Puis, tu disais, il semble désintéressé. Moi, je ne vais même pas jusque-là parce que je ne le sais pas. Mais en même temps, toi, tu es plus proche. Peut-être qu'effectivement, il y a de ça. Mais moi, les motivations, les absences de motivation, je ne veux pas lui prêter d'intention. Je veux juste plus le voir. C'est ça. Mais à quoi il sert, Patrick Laine? On vient de le dire, là, il est plus capable de tirer. Il est pas efficace en avantage numérique. Il a marqué 15 buts comme ça cette saison. C'est une de ses meilleures récoltes en carrière. Et merci. Ils en ont eu besoin. Peut-être que ça permet aux Canadiens de se qualifier en séries éliminatoires. Tant mieux. C'est un des facteurs qui leur a permis de connaître ce succès-là. Mais là, en ce moment, il ne sert à rien. Alors, au-delà de son désintéressement, qu'est-ce qu'on fait avec lui, de son désintérêt, pardon. Je suis fatigué, OK? J'ai dormi 4 heures. C'est correct. Alors, au-delà de son désintérêt, et il ne sert à rien. On rigolait en disant il essaie de ralentir le jeu en se disant moi je suis capable de faire ça, mais finalement il ralentit au point où tout avorte. Là, c'est un peu ça. Tu sais, il est pas menaçant. Il y a personne qui a peur de lui offensivement, certainement pas physiquement. Alors t'as toujours besoin de mettre une conscience défensive sur son trio. Là, c'est ce que Martin Saint-Louis a fait dans le deuxième match en échangeant de place essentiellement Yoel Armia puis Ivan Demidov. Mais tu sais, ils se font manger tout rond à 5 contre 5, le trio de Newhook et Laine quand ils sont sur la glace. C'est catastrophique. Donc, je vois pas à quoi il sert. Je vois pas en quoi on lui doit quoi que ce soit. C'est le plus haut salarié de l'équipe, oui, mais c'était ce qu'on appelle presque un throw-in dans le milieu quand les Blue Jackets l'ont échangé. Ils voulaient absolument s'en départir. Puis il y a personne d'autre dans la Ligue nationale qui a accepté de prendre son salaire en entier. Puis comprenons-nous bien, moi j'étais parfaitement pour. Là, on peut ressortir la cassette du mois de juin dernier, puis après ça, quand il s'est amené, je trouvais que c'était un beau risque, c'était un beau pari qui coûtait rien, qui coûtait pas cher. Ils l'ont fait, ça a porté fruit jusqu'à un certain point, là, ça semble moins être le cas. Mais le CH lui doit rien, Martin Saint-Louis lui doit rien, et même à l'inverse, il y a à préserver la bonne entente dans son vestiaire. Peut-être que là, c'est en train de nuire plus qu'autre chose. Alors, personnellement, j'aurais aucune difficulté à ce qu'il ne soit plus en uniforme, que ce soit pour avoir une formation 11-7 ou pour entrer un autre joueur à sa place. Mais c'est sûr qu'ils ont besoin d'attaque, puis ils en manquent, sauf qu'ils ne sont pas capables d'en générer. Alors, c'est quoi, on attend l'intervention du Saint-Esprit en se disant tout va repartir, puis on fait confiance à la vie. C'est peut-être ça qui va arriver, mais ça ne m'apparaît pas une stratégie gagnante. Moi, je pense que le Saint-Esprit, dans cette histoire-là, il s'appelle Nick Suzuki. Là. Martin Saint-Louis, je pense, doit parler avec
s'il a l'intention de sortir de l'alignement, de prendre le pouls, de dire comment ça va être perçu par le groupe de leaders de l'équipe, parce que vous pensez que vous pouvez vous asseoir avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui? Mais c'est quand même un gars qui a contribué au succès de l'équipe. C'est le plus haut salarié qui est encore sous contrat, pour la prochaine saison. Et c'est quoi la solution? C'est Oliver Kapanen, c'est Pezzetta. Mettons 7, Arbor Xhekaj. Ah, t'es encore là-dessus. Lâche-nous avec Arbor Xhekaj. Ben, écoute, oui, je suis là-dessus parce que. Ah! Mais attends, mettons que tu joues pour le Canadien. Non, pense-y 2 secondes. As-tu vu Lane Hudson hier avoir une petite frayeur au moment d'aller dans le coin quand Tom Wilson le pourchassait, se tasser et le laisser prendre la rondelle? Et j'aurais fait la même chose, là. Il lui concède 7 pouces et 70 livres. Je suis pas en train de le blâmer, mais il a eu peur. Il a été intimidé. Ça paraît. Puis c'est normal, puis ça va arriver. Je dis pas qu'Arbor Xhekaj changerait tout, mais si tu es un joueur du Canadien, tu penses pas que tu as le goût d'avoir le numéro 72 dans la formation en ce moment? De qui ont peur les Capitals en ce moment? Josh Anderson, peut-être, des fois. C'est le seul. C'est inexplicable. Ça peut s'expliquer. Il commet plein d'erreurs défensivement. Il y a des moments où il est plus stable, d'autres où ça déraille un peu. Mais je pense que à ce point-ci, là, on sait c'est qui Arbor Xhekaj, puis c'est soit tu vis avec ça, en louant ce qu'il t'apporte, ou ben peut-être qu'éventuellement tu dis ce gars-là, c'est pas le préféré de Martin Saint-Louis, puis il fait peut-être plus partie des plans, je sais pas, mais ça m'apparaît être un moment crucial là, dans l'histoire entre Xhekaj et le Canadien, ce qui se passe en ce moment. Puis moi, si je suis un joueur du Canadien, c'est sûr que je veux que ce gars-là soit en uniforme dans la série contre les Caps. C'est sûr. Martin, si toi, tu étais un joueur du Canadien, là... C'est une question complexe. Prenons le cas du Lightning de Tampa Bay qui a été éliminé en 4 matchs par les Blue Jackets de Columbus en 2019 après avoir connu une des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue nationale. La date limite des transactions, Julien Brisebois disait écoute, mon équipe est tellement à point à tous les niveaux que je n'ai pas besoin de faire de transactions. On ne voit pas comment on pourrait améliorer l'équipe. Ils sont arrivés en série, se sont fait sortir en 4 par les Blue Jackets parce qu'ils se sont fait pilonner à répétition et il n'y avait pas de réponse à ça. Et Julien Brisebois, après ça, a dit « J'ai pas le choix, il faut que je change la recette parce qu'il y a un style de jeu qu'on n'est pas capable d'affronter. » Et tu as vu des gars qui étaient l'antithèse de ce que le Lightning de Tampa Bay était arrivé, comme Patrick Maroon, ils ont ajouté. Et Maroon a été tellement valorisé chez le Lightning, là, c'était le gars qui était capable d'aller parler d'en face aux joueurs qui étaient tentés de trop brasser de l'autre côté, il était capable d'imposer le respect. Et chez le Canadien, là, moi, je trouve ça inacceptable de voir Lane Hudson se faire malmener entre les coups de sifflet, de voir ce Suzuki être ciblé, tout ça. Il n'y a personne. On a beau dire que Josh Anderson frappe et il fait de l'échec avant, là, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont à l'aise dans ce style de jeu-là. Et l'intimidation, ça existe ça fait partie. Dans le hockey. C'est pas besoin qu'il y ait 2 bagarres générales, puis des joueurs, des bons joueurs qui se fassent, qui soient victimes d'un assaut ou d'un joueur qui jette les gants devant eux. Ça existe, ça. Et moi, je pense que la présence de Xhekaj réconforterait des joueurs chez les Canadiens. Si Patrick Maroon a été utile à une équipe aguerrie comme celle du Lightning de Tampa Bay, et talentueuse et qui avait l'habitude des longs parcours éliminatoires, je pense que dans une jeune équipe comme ça, Xhekaj, il ferait réfléchir plusieurs joueurs qui ont l'air à avoir pris un tour d'épaule pas mal grand depuis le début de cette série-là chez les Capitals de Washington. Oui. Je peux parler? J'ai la main levée. Oui. On est en audio, Alex. Non, je sais. Oui, bien, il y a aussi il y avait la main levée. C'est juste pour pas qu'on pile les uns sur les autres. Mais vous avez vu Cole Caulfield hier. Nick Dowd, là, hier, c'était le buffet à volonté. Là. Oui. Ça allait bien. Là. Il était pas inquiet. Là. Puis quand il a décidé de reconduire aimablement la face de Cole Caulfield sur la glace avec son bâton dans son visage, et que les arbitres ont fermé les yeux, ça c'est un autre dossier, mais je pense pas qu'il était inquiet de se faire... Des représailles. Mais non, des représailles et tout. Et
c'est pas une formule magique, c'est pas une baguette magique, c'est pas parce que Herbert Jacquet apparaît dans la formation que tout est réglé, c'est pas ça. Mais je pense que c'est mieux de l'avoir que l'inverse, tu sais. De toute façon, Savard a joué 9 minutes hier. Il a l'air au bout du rouleau. Strobel, 10. C'est pas comme si Martin disait pour en rentrer un, il faut que tu en sortes un. Je veux bien, là, mais c'est pas Niklas Lidstrom puis Brian Rafalski. Là. Et puisque je suis sur son cas, je vais l'achever. C'est difficile d'imaginer que Jacquet fasse autant de revirements que l'aîné en a fait dans le dernier match. Non, mais tu sais, si on veut... c'est pour vrai, c'est difficile d'imaginer. Tant qu'à surutiliser tes joueurs, tes bons joueurs, parce que t'as pas d'autres façons de faire, t'as pas les ressources qu'il faut, ben, à 11-7, les attaquants aiment ça, jouer à 11-7. Le Suzuki va avoir des tours supplémentaires, Caulfield aussi, peut-être Demidov, Newhook, tu sais, alors, ça, c'est pas, pour les défenseurs, c'est plus compliqué, mais dans un contexte où, là encore, ton premier quatuor est surutilisé, d'en avoir une plus, peut-être pas une mauvaise idée, surtout qu'il peut essayer de faire baisser la température quand ça chauffe. Mais tout ça, je regarde l'allure de notre discussion depuis qu'on a commencé cet épisode-là. Et on essaie tous de trouver la solution pour que, tu sais, on se dit qu'est-ce que le Canadien pourrait faire pour changer la trajectoire de cette série-là. Alors que ce qui se passe là était écrit dans le ciel. C'est une équipe qui s'est qualifiée sur les vapeurs d'essence en séries éliminatoires, qui n'était pas supposée de participer aux séries éliminatoires, qui a des lacunes par rapport aux Capitals de Washington, qui ont une équipe plus vieille et plus complète, qui miraculeusement a été assemblée en grande partie dans la dernière année là, avec des transactions et des ajouts. Les dirigeants des Capitals ont fait tout un travail, mais cette équipe-là est à l'école présentement, à la dure école de ce que c'est les séries éliminatoires. Puis moi, je pense que ça permet aux dirigeants du Canadien de dire, OK, là on a vu ce qu'on était capable de faire en saison régulière. On a vu certaines lacunes en saison régulière sur lesquelles il faut travailler. Là, on voit que quand on va arriver en série, il y a des choses qui ont... Si on veut bâtir une équipe qui va aller plus loin, il y a des pièces qu'il va falloir changer ou il y a des aspects qu'il va falloir améliorer. Mais cela dit, compte tenu de l'inexpérience de l'équipe et de toutes les lacunes qu'elle peut avoir, personnellement, je suis content. Si j'étais à la place des dirigeants du Canadien, je serais satisfait de voir le niveau de férocité que cette équipe-là amène, puis ils se battent avec les moyens qu'ils ont. Et ils vont peut-être remporter un match à Montréal, ou ils vont peut-être prolonger un petit peu cette série-là, puis poursuivre l'apprentissage. Mais ce n'est que la normalité. Il faut pas... Il n'y a rien d'étonnant. Non. S'il y a de quoi d'étonnant, c'est que les matchs ont été au pointage assez serrés. Et qu'effectivement, il y a des joueurs qui montrent, pas que c'est étonnant, là, mais comme tu dis, Martin, c'est emballant ou enfin, c'est des bonnes nouvelles. Il y a des joueurs qui montrent vraiment de très beaux signes. Nick Suzuki en étant un exemple. J'ai trouvé, c'était notre confrère Lefrançois dans la presse, il y a toujours la petite rubrique en hausse, en baisse. Là. Suzuki était dans la rubrique en baisse ce matin dans mon journal. J'ai trouvé ça un peu dur. C'est chiant. Mais Lefrançois, il fait juste ça, casser du sucre. Comme moi avec l'aîné. On est de même. On est comme ça. On est des... c'est ça. On a une carrière sur le dos du pauvre monde. Ben, tu fais bien de le rappeler, Martin, parce qu'effectivement, tout le monde s'emporte un peu, puis on aimerait ça voir la série égale et tout. Moi, c'est simplement dans l'optique de... Martin Saint-Loup aussi apprend la dure, là. Puis lui aussi, il a progressé là-dedans. Et idéalement, que tu te fasses battre, c'est pas un problème, c'est une chose. Idéalement, ce sera pas par la même recette, sans avoir essayé de changer les choses match après match après match. Si tu vois que ce que tu fais est insuffisant ou ne fonctionne pas, c'est sûr qu'il ne fera pas apparaître des nouveaux joueurs ou bon, il n'y a pas tant de ressources que ça, mais a-t-il les moyens d'essayer de varier les plaisirs un peu puis de changer la donne? Ouais. C'est simplement ça. Mais c'est sûr que sur le fond, j'ai choisi les Caps pour l'emporter en 6. Je veux dire, il n'y a absolument rien d'étonnant là-dedans. Je ne sais pas si ça vous fait penser, quand je t'écoutais parler, Martin, cet apprentissage à la dure, là. Peut-être pas, mais il y a pas un peu de la série contre les Sénateurs d'Ottawa en 2013. Tu sais, quand Eric Gryba avait assommé Lars Eller, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient d'intégrer cette équipe-là, dont Gallagher. C'était un premier tour de série, ils se sont fait battre en 5. Ils s'étaient fait brasser. Il y avait eu la guerre de mots. Brandon Frost avait perdu les pédales.
Puis c'était un nouveau groupe de joueurs pas mal. Puis il me semble que ça avait été un apprentissage à la dure pour eux aussi. Ouais. C'était pas un groupe aussi jeune, si ma mémoire est bonne, Non, mais c'était un nouveau groupe de joueurs. Mais on dirait que c'est un passage obligé, là. Une jeune équipe qui arrive pour la première fois en série après plusieurs années d'absence. C'est arrivé aux jeunes Pingouins, c'est arrivé... c'est arrivé au Lightning. C'est arrivé au Lightning aussi. Ben, le Lightning de 2019 n'était pas la jeune équipe de 2015 ou 2016 là, qui avait été battue, balayée en 4 par le Canadien, puis qui s'était rendu en finale de la Coupe Stanley la saison d'après. Mais c'est une autre réalité, c'est une autre forme de combat. C'est pas la même chose qu'affronter une équipe juste un soir, une fois, dans le cadre d'un long calendrier, que tout le monde reprend l'avion après. C'est pas la même intensité, les mêmes luttes à un contre un, les mêmes visages que tu revois soir après soir, etc. Et il y a beaucoup de gars dans l'équipe qui viennent des programmes américains aussi, là, qui ont où les séries éliminatoires, c'est un seul match. Les gars qui arrivent du hockey junior sont habitués à ces séries-là, les 4 de 7 et tout ça, mais pour Hudson n'a pas les séries 4 de 7, il n'a pas vécu ça en carrière, là. Alors, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste un passage obligé et c'est important de le faire, de le vivre, de se battre, de vendre chèrement sa peau pour une équipe quand tu vis ça pour la première fois parce que ça va rapporter dans les années suivantes si tu réussis à te qualifier pour les séries éliminatoires. Apparemment qu'avant le match numéro 2, Hudson a dit « Encore Washington? » Comment ça, encore eux autres? Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ben, tu disais, Martin, en série, c'est pas pareil, hein? Donc, en série, c'est pas pareil, la question du public, c'est bien plus facile. OK. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quelles sont vos impressions après 2 matchs. Et on va jouer à ça, je pense, tant que le Canadien va être en série. C'est intéressant de prendre le pouls un peu de l'auditoire. Donc, sur Facebook, Michel dit... c'est assez... les gens ont la foi, là. Si je fais un gros résumé, là... C'est correct. Ben absolument. Michel dit, pas un problème, ils reviennent à Montréal, ils vont gagner en 6. Ça encapsule. Bon. Ça encapsule ce que je viens de dire. Tout va bien, tout va bien. Et c'est mathématiquement tout à fait possible. C'est bon, Michel. Un autre Michel, maintenant. On se fait brasser et Saint-Louis ne voit pas ça, lui. Pas grave, il nous reste 2 games après ça. Il y a aussi des gens qui sont un peu plus moins positifs, disons ça comme ça. Sonny, l'apprentissage à la dure. Hein, c'est pile dessus. Toujours sur Facebook, Pierre, peut-être à Montréal, les arbitres vont plus nous supporter, ne laisseront pas passer tout ce que les arbitres de Washington ont ignoré. C'est revenu sous beaucoup de critiques par rapport à l'arbitrage. Évidemment, avec les yeux de quelqu'un qui est un partisan ou une partisane du Canadien, m'est avis que, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Tu sais, c'est un arbitrage des séries là, bas de gamme. Moi, je me suis pas tant... Tu sais, les coups de bâton d'en face, je sais pas, je me suis pas tant épanché là-dessus. Là. Ça m'apparaît normal, en guillemets. Mais je suis peut-être un peu, là, c'est ça, là. Peut-être que j'en ai trop reçu moi-même pour penser ça, là. Mais trouvez-vous que c'est à sens unique? Puis jusqu'à quel point vous trouvez que l'arbitrage dans cette série-là est déficient? Il y a une statistique qui a surgi durant les séries l'année dernière, si ma mémoire est bonne, qui disait que les arbitres de la Ligue nationale donnent plus de pénalités pendant les séries que pendant la saison régulière. Sauf que le nombre d'infractions est probablement multiplié par 5. Là. Alors, peut-être que le niveau, il y a légèrement plus de pénalités qui sont appelées, puis il y a beaucoup de pénalités souvent qui sont concurrentes, là, des pénalités simultanées aux 2 joueurs, à 2 adversaires en même temps. Mais, tu sais, c'est épouvantable de voir que durant la saison, un joueur fait simplement toucher le bras d'un adversaire avec son bâton, placer le bâton parallèlement à la surface glacée pour toucher un adversaire, pour le ralentir un peu. Le bras lève automatiquement. C'est 2 minutes. Ouais. Puis là, tu as des doubles échecs en plein visage qui passent comme une lettre à la poste. Je comprends qu'il y ait un pourcentage... certains pourcentages d'amateurs de hockey qui soient frustrés de ça, de voir qu'on a c'est le même sport. Là. C'est pas une série 4 de 7, c'est pas la même chose qu'un match de saison régulière en termes d'affrontement puis de longueur d'affrontement. Mais pourquoi les standards changent?
ça reste un mystère incroyable. Mais il y en a eu des deux côtés, je pense. Le Canadien aurait mérité certaines punitions dont ils n'ont pas écopé. Oui. Mais c'est surtout quand on met un peu en jeu la santé d'un joueur. Je reviens à l'exemple de Dowd avec Caulfield. C'était vraiment dangereux. Puis c'était un double échec directement au visage. Puis après ça, un accompagnement vers le sol. Il voulait vraiment lui faire mal. C'était l'intention. Puis ça a marché, je pense. Et Cole n'était pas de bonne humeur après. Alors, quand on se met à jouer un peu avec la santé des joueurs, c'est peut-être là que je décroche. Parce que c'est vrai qu'un accrochage, ça prend pas grand-chose en saison pour que le geste soit puni. Puis en série, c'est une autre affaire. C'est sûr que c'est désolant. Il faut s'y attendre. S'il y a des doubles échecs au visage, c'est quand même assez noir ou blanc là, comme situation. Alors, le match d'hier, ça a été moins pire dans le premier match. Je trouve le match d'hier, pour Kelly Sutherland particulièrement, et l'autre arbitre, je me rappelle plus là, de mémoire qui c'était, mais a été difficile au niveau de l'arbitrage. Puis Martin Saint-Louis, on lui a parlé ce matin un peu, il n'a pas dit grand-chose, il voulait surtout pas aller dans cette direction-là. C'est un piège! Je peux pas parler des arbitres, ouais. C'est ça, il l'a dit clairement, mais tu voyais qu'il était mécontent. Ouais. Sutherland, c'est un bon vétéran parmi la confrérie d'arbitres, mais hier, il n'y a pas eu un bon match. L'autre arbitre, c'était Jake Brank. Ah, ben oui! Ouais. Numéro 26. Je ne connais pas. Jake Brank. C'est un bon nom, par exemple. Ouais. Jake Brank. OK, je poursuis. Donc, on vous a demandé qu'est-ce que vous pensez du Canadien après 2 matchs. LP, une chance que Montembeault est là et à l'attaque, seul le trio de Dvorak provoque de l'offensive sur une base régulière. Bon, j'ajouterais le trio de Suzuki. Mais ça, c'était sur Facebook toujours. Et encore une fois, sur Facebook, Tomislav, dès que l'aîné a arrêté de toucher la glace, les choses se sont améliorées instantanément. J'ai remarqué ça, moi aussi. Et tu parlais de Demidov tout à l'heure. Il y a une corrélation, là, parce qu'on l'a vu. Je ne sais pas je pense pas qu'il a joué plus en troisième en termes de minutes. Il a joué à peu près 4 minutes à chaque période. Mais bon sang, ça a été sa meilleure période de la série. Oui. Merci. Hein, des fois j'en ai. C'est un joueur talentueux, là, puis tu vois qu'il est intéressé, puis qu'il déploie des efforts, puis il y a un déclic qui va survenir à un moment donné. Puis si le déclic ne survient pas dans cette série-là, il va avoir emmagasiné suffisamment d'informations pour savoir comment se préparer pour la prochaine saison et savoir à quoi s'attendre. Je pensais que tu allais dire le déclic va survenir au 2e tour. Dans la prochaine série. Peut-être. Ou en finale de conférence, on verra. C'est ça. C'est ça. OK, j'en fais 2-3 autres sur le Tube. Torabert, aucunement stressé. Go Habs Go de Tokyo. Hein? Okay. Et Pascal sur le Tube aussi, voix et musique dramatique, l'heure des décisions difficiles à sonner. Et finalement, Rémi sur le Gram, c'est serré. C'est serré. C'est vrai que c'est serré. Ben oui, c'est vrai que c'est serré. C'est ça que j'essayais de dire Le pointage est serré. Ouais. Mais tu peux avoir un match, le Canada contre la Lettonie aux Jeux olympiques, puis ça peut être un pointage serré. C'est arrivé. Ça prend un gardien, peut changer l'allure d'un match, un poteau, un jeu fortuit. Le hockey, c'est ça, la nature, même si les forces en place ne sont pas tout à fait égales. Non. On va emballer ça. Je veux qu'on aille faire un tour à New York, là où il n'y a pas de série, vous me direz, mais il s'est passé bien des affaires dans les 36 dernières heures. J'en profite pour vous rappeler que tant que le Canadien est en série, on va publier des épisodes au lendemain de chaque match. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, jeudi. On ne sera pas là demain, vendredi, mais on sera là samedi, par contre. On va donc tenir cette cadence-là tant que le Canadien sera en série. Puis après, on verra. Hein. J'imagine qu'on va revenir à notre formule habituelle. Reste que ça explique aussi pourquoi les formats vont être un peu différents. Mais on prend quelques minutes quand même. Qu'est-ce qui vous étonne? Non, c'est pas la bonne façon de poser la question. Parce que, à New York, on a appris au cours des dernières heures le congédiement ou enfin le départ de Lou Lamoriello qui était à la tête des Islanders de New York. Et quelques heures plus tard, on apprenait que les Rangers avaient octroyé une prolongation de contrat à Chris Drury. J'allais dire laquelle de ces deux nouvelles-là vous étonne le plus, mais je pense que dans le cas de Lamoriello, il n'y a rien de tant étonnant. Alors que dans le cas de la prolongation de Drury, c'est un peu à se demander. On en a discuté cette saison. C'est comme si les problèmes que cette équipe-là avait eus, il en était souvent l'instigateur, Martin. Oui. Drury a hérité à New York
de l'équipe, d'une équipe performante. Là. On se souvient, les circonstances entourant le congédiement de Jeff Gorton. Les Rangers s'étaient fait brasser par les Capitals. Par Tom Wilson. Oui, par Tom Wilson, solidement, et ça avait provoqué un raz-de-marée. Ça avait provoqué le congédiement de Gorton, et Chris Drury est arrivé là. Et ça lui est tombé du ciel, une équipe performante entre les mains. Il n'a pas fait il n'y a pas eu beaucoup d'interventions majeures dans son alignement au cours des dernières saisons. Et là, les Rangers qui ont remporté le trophée du président la saison dernière ont connu un début un petit peu plus chaotique. Et on dirait que c'est Drury qui a jeté de l'essence sur le feu en commençant à faire circuler des noms de joueurs qui étaient disposés à échanger Trouba, qui était son capitaine. Et ça n'a pas arrêté de débouler à partir de là, à partir du moment où on a commencé les joueurs ont commencé à entendre des fuites où leur nom était mentionné dans d'éventuelles transactions. Alors, à date, moi, ce que je vois, c'est que c'est un héritage qui a décliné sous la gestion de Chris Drury. Alors, oui, je suis surpris de voir qu'une équipe qui passe du trophée du président, qui a 2 présences en finale de conférence, à l'exclusion des séries, un peu suite aux interventions du directeur général, qu'il soit récompensé par plusieurs années de contrat. Ça me surprend. On semble se dire qu'à New York, le problème... Oui. On semble se dire qu'à New York, le problème, ce sont les joueurs. Là. Ouais. Plus que la direction. Donc oui, c'est très surprenant. C'est ça. Là, je répéterai pas ce qui vient d'être dit, mais tout ça me semblait un beau sabotage de la part de Drury depuis le début de la saison. Alors, et puis James Dolan, le propriétaire, a la réputation de ne pas être très, très patient. Oui, en plus. Je m'attendais à un congédiement, honnêtement. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il sera en mesure de faire cet été. C'est quoi le plan là-bas? Quelle est la direction qu'on veut prendre? C'est surtout ça apparaît plus clair. Là. C'était une équipe qui était encore à son apogée, mais vieillissante, donc qui avait à profiter de cette fenêtre d'occasion-là. Mais il y a quand même des morceaux intéressants de la formation qui sont partis. Chris Kreider doit pas être dans le meilleur état d'esprit. J'imagine qu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas été réjouis de cette annonce-là. La prolongation de contrat du patron, qui, selon ce qu'on entend, n'est pas particulièrement appréciée. Drury, je pense que sa plus grande faute cette saison, ça a été de démissionner rapidement sur son équipe. Là. Le début de saison n'était pas idéal, mais de là à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, à mettre le feu partout, habituellement, les directeurs généraux sont plus circonspects, donnent un peu plus de temps à leur équipe de se replacer et tout ça. Mais là, quand tu te mets à transiger, à envoyer des joueurs partout, c'est difficile, je trouve, de blâmer ton entraîneur à la fin de la saison. Tu t'es rendu en finale de conférence l'année passée, j'ai démantelé tout ça, tu as raté les séries, c'est de ta faute, là. Je te congédie, puis c'est moi qui ai une prolongation de contrat. Il y a quelque chose qui semble illogique là-dedans. Non, puis Alex vient de l'évoquer, mais c'est ça. Tu nous as déjà raconté des histoires de micro-management de la part de Drury aussi. Comment dire... C'est de graves erreurs de leadership aussi, là, la façon dont le cas de Barclay Goodrow a été réglé, toutes ces fuites auxquelles tu fais référence. Ça installe un climat. C'est du très mauvais leadership. C'est d'un point de vue de gestion d'entreprise, c'est étonnant que non seulement Drury soit toujours là, mais qu'en plus, il soit récompensé. Puis tu sais, tu parlais du départ des Rangers. Ils avaient 12 victoires, 4 défaites et une autre en prolongation. 12-4-1 à leurs 17 premiers matchs. Puis quand il a lancé ce fameux courriel dans la stratosphère, là, où il disait que certains de ses meilleurs joueurs étaient disponibles, donc Chris Kreider, ils avaient perdu leurs 2 matchs depuis ce temps-là. Donc, mais ils étaient 12-6-1. Ouais. Au moment où il dit on est prêt à échanger tout le monde, là, on va écouter, peut-être pas tout le monde, mais presque. C'est une fiche de 12-6-1. Ils étaient au sommet de la division, ou presque. C'est inexplicable. Je comprends qu'il y a un problème récurrent, à juste finir là-dessus, à New York, c'est Igor Shesterkin palliait les lacunes défensives de cette équipe-là. Il accordait beaucoup de chances de marquer. C'était pas une défense extraordinaire. On voulait la remanier, la remodeler. Trouba gagnait 8 millions de dollars. C'était acquis qu'on voulait pas qu'il termine son contrat avec New York. L'idée étant peut-être de pouvoir faire des modifications là, mais
Là, il est arrivé avec un marteau puis une enclume, puis s'est mis à taper sur la tête de tout le monde. On peut s'attendre à des changements, j'imagine, du côté des Rangers et aussi du côté des Islanders, parce que là, il va y avoir un nouveau patron. On fait un peu du surplace là-bas. Ça risque d'être intéressant ce qui va se passer à New York, non? Oui, écoute, c'est un peu la fin d'une époque pour les Islanders et dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que Lou Lamoriello va retrouver un poste de directeur général quelque part à 82 ans. Là. Il va avoir 83 ans au mois d'octobre prochain. Et je regardais la situation des Islanders. Lou Lamoriello est arrivé depuis 7 ans. Dans les 10 dernières années, le département de recrutement amateur des Islanders a produit 2 joueurs réguliers de la Ligue nationale. Noah Dobson en 2018 et Simon Holmstrom en 2019. Alors, le capital dont a hérité Lou Lamoriello quand il est arrivé est resté à peu près le même. Et il a été obligé de jongler un peu comme Marc Bergevin était obligé de le faire là, pendant une période de 10 ans. Et moi, je trouve, c'est pas faire de l'âgisme, je pense, de constater que si tu es pour devoir passer par la fameuse étape d'empiler des choix de repêchage, puis de rajeunir ton équipe, puis de recommencer à construire quelque chose pour que ce soit compétitif, tu veux donner le plan à quelqu'un qui va voir la fin de ce plan-là. Là. Et quand tu donnes ça à un directeur général qui va avoir 83 ans au mois d'octobre prochain, il y a des chances qu'il ne voit pas la fin de ce plan-là, parce que généralement, ça prend 5-6 ans avant d'arriver au rapide. bout. C'est ça. Alors, et Lou Lamoriello, peut-être aussi de son point de vue, quand tu as 80, 81, 82 ans, ça ne te tente peut-être pas non plus de mettre en marche ce genre de plan-là. Donc, tu essaies d'y aller d'avoir des bons résultats, de te qualifier en série saison après par saison, puis de survivre comme ça. Et on le voit qu'il ne l'a pas initié du tout, ce plan-là, parce que tu regardes le nombre de fois que ces recruteurs se sont présentés à la plaque, se sont présentés au bâton, là, à 5 choix de repêchage par année. C'est dur de frapper beaucoup de coups sûrs et de regarnir l'alignement de ton équipe. Alors, je pense que c'était un peu un passage obligé. Là. Est-ce que ça va être... ça. Vas-y, Alex. Non, je te laisse rebondir. Rebondis, mon vieux, vas-y. Parce que c'est ça... on disait qu'il n'a pas réussi à regarnir les coffres d'espoir et tout, mais c'était sa stratégie. Là, c'est lui qui les a changés les choix de premier tour. 4 années de suite, de 2020 à 2023. Donc, pendant 4 repêchages d'affilée, aucun choix de premier tour. En 2020, leur premier choix était 90e au total. 2021, 52e. 2022, 65e. 2023, 49e. Donc, c'est ça. Tu peux pas faire de miracle. C'est impossible. Et il n'y a jamais vraiment eu des cartes sous la main, à mon humble avis, pour se dire on va faire ça, on va échanger nos atouts futurs parce qu'on pense qu'en allant chercher un joueur ou deux, bien si on est proche d'une Coupe Stanley. Ils ont réussi à participer 2 fois d'affilée au Carré d'As de façon assez étonnante. Là, c'était vraiment l'identité à la Islanders qui fonctionnait bien quand tous les joueurs étaient à leur apogée. Rappelez-vous, 2 demi-finales de suite contre le Lightning de Tampa Bay, d'ailleurs, là, dans leurs 2 conquêtes en 2020 et en 2021. Mais c'était étonnant. C'était des présences surprises, à mon avis. Et puis, il a voulu bâtir là-dessus, mais il n'a vraiment jamais eu le talent de pointe pour espérer une Coupe Stanley. Moi, je trouvais qu'il manquait des éléments. Alors, c'est ça. C'est une autre façon de faire. Je pense pas que c'est de l'âgisme. Là. Je pense que Lamoriello a été un grand directeur général dans la Ligue nationale. Il a fait son temps. Il a eu beaucoup de succès. Et puis, c'est peut-être moins un peu adapté au goût du jour. Puis, ça va peut-être être dépendant de ce que les Islanders vont décider de faire. Ça va peut-être être l'occasion de réaliser la prophétie de Godini, là. Oui, parce que peut-être que Bo Horvat va être disponible. Enfin, c'est ça, il va peut-être y avoir des changements, c'est ce que je disais. Alors, on se quitte là-dessus. Est-ce que Long Island fera de la place ou Long Island se québécoiserisera-tu davantage? Hein? Non. Pensez-vous qu'il y a parce qu'il y a quelques candidats québécois qui pourraient hériter de la job. Il y a déjà un entraîneur québécois là-bas, donc c'est là que c'est ce lien-là que je voulais faire. J'ai aucune idée. Pour le poste de directeur général, écoute, je ne sais pas. Il y a Mathieu Darche qui a fait énormément d'entrevues au cours des dernières années. Il doit commencer à être bon en entrevue parce qu'il a eu l'occasion il a eu l'occasion de s'exercer souvent. Marc Bergevin est sur
Dans l'antichambre. Et sur la ligne de touche depuis quelques années. Il a participé. On voit ce que les Kings de Los Angeles sont devenus. Là, c'est quand même une belle histoire. Là. Moi, je pense qu'ils vont finalement éliminer les Oilers cette année, mais c'est une équipe qui s'est développée avec ses propres moyens, qui est devenue qui s'est glissée dans la fine élite de la Ligue nationale en défense et qui c'est devenu un trait de personnalité. Mais quand l'organisation à laquelle tu appartiens va bien, des fois, ça peut permettre d'ouvrir les portes. Et que tu as déjà été directeur général dans un grand marché, ça peut ouvrir les portes ailleurs, mais j'ai aucune idée de ce que recherchent les propriétaires des Islanders pour l'instant. Je te regarde, Alex. Moi non plus, Alexandre. D'accord. Alors, nous y voici, nous y voilà. Vous aurez peut-être remarqué, comment il s'appelait notre chauffeur de lift? Son nom m'échappe. Daniel Harvey. Ah, Daniel Harvey. Parce que là, on est remplacé par sa sœur aujourd'hui. C'est ça, Daniela. Non, si vous avez eu, il y a eu des petits, du petit bruit, là, c'est parce qu'on est de retour dans ce studio installé dans le hall de Radio-Canada, là où il se passe d'autres affaires, comme cette prestation musicale à venir chez... c'est à midi, on m'a dit, donc ça doit être chez mon bon ami Philippe Fémiot. Alors, c'est à ne pas manquer sur Espace Musique. Le test de son est écœurant, en tout cas. Ouais. Alexandre Gascon... Et j'en profite pour rappeler qu'on publie maintenant chaque lendemain de match tant que le Canadien est en série. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on ne sera pas là demain et qu'on sera là après-demain. Alors, voilà. Trouvez-nous sur YouTube, surtout sur OHDio. La fréquence ne sera pas exactement la même, là, mais sur YouTube, on est là à chaque fois que le Canadien a joué la veille. Alexandre Gascon, tu reviens. Bon retour. Hein? On s'ennuie. Merci. Rejoins-nous. Ben oui, moi aussi. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, les gars. Bonne journée, messieurs. Un gros merci à Simon et Souli. Un gros merci à Simon et Souli en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon jeudi. Ouais, j'ai jamais la chance de dire ça. Bon jeudi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.